on va pouvoir démarrer donc, le conseil municipal. Je vais commencer à faire l'appel. Alors, Joël Allier, Marie-Nicole Garivier, Bertrand Settel, donc oui, Tiffany Fillon, Christophe Chemin, Dominique Balzano, Dominique Brodé-de-Bourgard, donc absent, pouvoir à Marie-Pierre Lisée. Marie-Pierre Lisée, donc, ok. Peggy Chevron, Eva Giraud, ok. Elsa Chollet, absent, donc pouvoir à Eva. Pierre-Emmanuel Bezacier, donc absent, pouvoir donc, à moi-même. Magali Jousse, absent, pouvoir à Damien. Damien Thierry, donc ok. Aurélie Jeannette, absente. Cyril Laval, ok. Julie Mounier, absent, pouvoir à Tiffany Fillon. Et donc Roland Huguet. Donc je déclare le quorum atteint et je déclare la séance ouverte. Avant de commencer de vous donner donc l'ordre du jour, je vais vous proposer de commencer ce conseil municipal par 1 minute de silence en hommage aux 2 enseignants tués par des terroristes islamistes. Donc M. Samuel Paty, donc il y a 3 ans, et M. Dominique Bernard, vendredi dernier. Bon. Merci beaucoup. Donc je vais vous donner l'ordre du jour. Donc en affaires générales, on a l'installation de Roland Huguet comme nouveau conseiller municipal, l'approbation du conseil verbal du conseil municipal du 10 juillet 2023, la dénonciation de la convention de mise à disposition des locaux de la maison Saint-Martin, le fonds d'aide aux rénovations de façade des bâtiments privés, règlement et composition de la commission ad hoc, et rectification du nom de l'impasse Antoine Balzac. En affaires scolaires, nous avons donc la convention de mise à disposition du personnel avec famille rurale, cantine, donc tarification sociale, CAF, de l'année scolaire 2023-2024, et le projet de rénovation et d'extension de groupe scolaire, donc choix du devis des missions de contrôle technique et de coordination de sécurité et de protection de la santé. Association, donc, subvention pour l'ensemble musical et pour les marchés d'été. Enfin, budget, finance, admission en non-valeur des produits irrécouvrables, décision modificative au budget concernant les travaux des rues Saint-Martin et Saint-Vincent, et l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable L57. Et nous avons appris des informations diverses. Donc, je vais désigner le secrétaire de séance, donc ça sera Eva Giraud, qui va faire la secrétaire aujourd'hui. Merci. Nous allons donc commencer par le point numéro 1. Donc voilà, alors oui, de façon qu'on puisse avoir une retransmission bien claire au niveau de notre conseil municipal, donc je vais vous demander de bien prendre le micro à chaque fois que quelqu'un prend la parole. Donc déjà d'une part pour que Dominique puisse bien l'entendre. Là, Dominique, ça fonctionne bien? Ça va? Très bien. Et en plus, on aura une retransmission qui sera plus inaudible pour tous les gens qui nous écoutent. Comment tu dis? Plus audible, ah oui, parce que si c'est inaudible, ce sera dommage. Donc plus audible par rapport à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà, donc on va commencer par l'installation de Roland Huguet. Donc écoutez, je vous informe de la démission de Madame Mathilde Chambaud, donc par une lettre qu'on a reçue le 30 septembre 2023.
Et donc Roland Huguet, donc, qui est candidat suivant de la liste Ambiance Demain, donc, a accepté de remplacer donc, Mathilde et d'assurer la mission gestion de la petite enfance. Alors, je vais donner un petit peu le procédé verbal d'installation, de façon que tout le monde, ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, vu le courrier de Mme Mathilde Chambaud, reçu en mairie le 30 septembre 2023, informant de sa décision de démissionner de son mandat de conseillère municipale, considérant qu'au terme de l'article L.270 du Code électoral, et sauf refus express de l'intéressé, le remplacement du conseil municipal démissionnaire est assuré par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste concernée. Considérant par conséquent que M. Roland Huguet, candidat suivant de la liste Ambiance Demain, est désigné pour remplacer Mme Mathilde Chambaud au conseil municipal, donc il nous a donné bien sûr son accord. Donc le conseil municipal propose donc le remplaçant, la démission, de prendre acte de la démission de Mme Mathilde Chambaud et de l'installation de M. Roland Huguet dans ses fonctions de conseiller municipal. On va passer au vote, à moins qu'il y ait des réflexions. Donc on passe au vote. On peut peut-être préciser que Mathilde s'est exilée au Canada. Alors, donc Marie-Nicole précise que Mathilde, si elle est démissionnaire, c'est qu'ils ont déménagé et ils sont partis s'installer au Canada à côté de Montréal. Donc concrètement, ça aurait été compliqué qu'elle puisse continuer avec nous. Donc on était super contents de son travail et de sa présence parmi l'équipe. Mais voilà, donc elle est chouette vie et on lui souhaite bon vent et de passer beaucoup voilà, le Canada c'est un pays qui est aussi agréable et regardable sur nous voir. Mais voilà, donc on prend acte de sa démission et de son départ. Et donc, comme Roland a accepté, donc, conformément à la loi, de prendre, donc, de venir nous rejoindre, je vais vous demander de voter, voir si tout le monde est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Donc, à l'unanimité, Roland, bienvenue parmi nous. Merci. Donc on prend acte bien sûr du nouveau tableau municipal. Donc deuxième point, l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 10 juillet 2023. Alors, donc je ne sais pas si vous avez eu, donc il y a eu, non. Donc Élodie me dit qu'elle n'a pas reçu de mail, donc est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir pour dire quelque chose par rapport à ce compte rendu? Le procès verbal. Et une toute petite remarque. Oui, il y en a qui n'entendent pas bien non plus. Merci. Donc en fait, j'ai juste remarqué en relisant une petite erreur concernant le point 5 d'architecture pour l'extension de la restauration du scolaire, si je ne me trompe pas. Donc en fait, il écrit il y a 14 pour, un contre, une abstention, donc il y a 2 abstentions. Dans la délibération, donc en page 10. Il y a une petite erreur. Page 10, dans le deuxième paragraphe, le conseil municipal par 14 voix pour, une voix contre et une abstention. En fait, il y a 2 abstentions. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Des abstentions? Donc Élie Chaumont qui s'abstient. Merci. On va passer au point 3. Donc la dénonciation de la convention de mise à disposition des locaux de la maison Saint-Martin. Donc on a signé avec le
diocèse, donc le 26 mai 2021, donc une mise à disposition à la commune donc des locaux de la Maison Saint-Martin. Cette convention a été conclue pour une période de 6 mois à compter donc, du 1er juin 2021, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 mois. Et le délai de préavis pour cette convention est d'1 mois. Comme l'association diocèse a pris la décision de vendre cette maison, et que nous, la commune, on a décliné donc, le fait de pouvoir l'acquérir, la commune s'est organisée pour que les activités de l'association de l'ensemble musical puissent s'exercer dans d'autres locaux. Concrètement, j'ai aussi pris on a fait cette convention avec le diocèse pour pouvoir permettre donc, à l'entente musicale d'avoir des locaux bien adaptés pour refaire leur répétition. Voilà, ainsi donc il est demandé au conseil municipal d'accepter la dénonciation de cette convention à l'issue de la période reconductible pour 3 mois, soit à compter du 1er décembre 2023. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Donc concrètement, l'entente musicale va maintenant faire ses répétitions donc, dans la salle de la ville. Donc ils ont récupéré la salle un petit peu en sous-sol pour pouvoir stocker aussi leurs affaires, parce qu'ils avaient fait beaucoup de rangements, ils avaient aménagé donc, une chambre à l'étage, donc à la maison Saint-Martin. Donc là, ils sont en train de faire le déménagement et c'est presque... Et donc, on va pouvoir donc, dénoncer cette convention. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, unanimité. Merci. On va passer au point 4. Donc, fonds d'aide aux rénovations de façades des bâtiments privés. Règlement et composition de la commission ad hoc. Donc, je vais donner la parole à Bertrand. Est-ce qu'il y a un micro que vous pouvez faire passer? Au Conseil municipal du 7 mars 2022, il était décidé de créer un fonds d'aide au ravalement de façade des bâtiments privés. Le règlement intérieur est adopté lors de cette même séance. Par la suite, un groupe de travail a été constitué et il propose aujourd'hui d'apporter des modifications à la version initiale du règlement et de désigner les membres de la commission chargée d'étudier les demandes d'aide. Alors, les modifications du règlement, ça porte essentiellement sur le fait qu'on va inclure les huisseries dans la possibilité d'être aidés. Jusqu'à présent, on ne pouvait aider que pour le ravalement des façades, et là, on pourra aider pour les fenêtres et pour les portes. Le règlement a été adressé à l'ensemble des conseillers municipaux. Avez-vous des remarques particulières? Annonce peut-être les personnes qui se sont présentées. Ça, c'est pour le règlement. Ensuite, pour la commission qui est chargée d'étudier les futures demandes, se sont proposés pour le moment Marie-Nicole Gavillier, Marie-Pierre Élysée, Dominique Balzano, Pierre-Emmanuel Bezacier, Pascal Bizarre et moi-même. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire partie de ce groupe de travail pour étudier les demandes de faire en mesure? Pas de remarques non plus. On va passer au vote, donc. Bertrand, non? C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, est-ce qu'on adopte les modifications d'un premier vote pour adopter ou pas? Est-ce qu'on adopte les modifications apportées au règlement du fonds d'aide aux rénovations de façade des bâtiments privés? C'est-à-dire d'inclure les huisseries avec. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Bon, c'est bon. Et maintenant, est-ce qu'on acte la constitution de cette commission, donc Marie-Nicole Gavillier, Marie-Pierre Alizé, Dominique Balzano, Pierre-Emmanuel Bezacier, Bertrand Sietel et moi-même, donc, pour siéger à cette commission. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, à l'unanimité.
On va passer au point 5. Donc je vais donner la parole à Marie-Pierre Alizé pour ce point. Des noms de rues ont été attribués à Ambière lors de la précédente mandature, mais on s'est aperçu qu'une coquille s'était glissée pour une impasse qui s'appelle Impasse Antoine Balzac, et si on ne se trompe pas, elle doit faire probablement référence à Antoine de Balzac d'Entragues. Vous le savez, à Ambière, il y a eu dans le passé des habitants particulièrement prestigieux. On pense à Jean de Lagrange, on pense à Jacques-Nicolas Colbert, mais on pense surtout à Antoine de Balzac d'Entragues, qui est le prieur qui, au XVe siècle, a reconstruit en 10 ans le prieuré et surtout l'église Saint-Martin, qui est un bijou de style gothique flamboyant. Il a investi à titre personnel très fortement pour avoir un édifice prestigieux. Et c'est vrai que cette église Saint-Martin, elle est toujours aussi splendide et elle fait la fierté d'Ambière dans la France. On s'est donc dit qu'on ne pouvait pas continuer à laisser le nom Antoine Balzac, puisque son vrai nom est Antoine de Balzac d'Entragues. Déjà, on regrette que ce soit une impasse qui était attribuée. Il méritait certainement une place ou une rue, mais voilà, c'est fait, c'est très compliqué en fait de changer. Il y a 2 habitants dans cette rue, les 2 habitants ont été sollicités. On leur a dit qu'en fait sur la plaque on mettrait Antoine, 2 en petit, Balzac en plus grand, etc., comme on fait souvent par les particules, et que ça leur laisserait le temps de changer leur adresse, il n'y aura pas de problème pour les facteurs qui devraient voir Antoine Balzac en grand. Donc, voilà, je vais reprendre ce qui est écrit. Nous proposons donc d'écrire à la Impasse Antoine Balzac, Impasse Antoine de Balzac. On retient l'orthographe pour cela qui est celle choisie par l'abbé Bouillet dans son livre Histoire du prieuré Saint-Martin d'Ambière, puisqu'on a remarqué que dans les documents médiévaux, il portait parfois un Y à son nom. Voilà, sous la plaque qui va être faite pour l'impasse, on précisera les dates à laquelle il a été prieur, donc 1435-1491, et si vous êtes d'accord, on indiquera qu'il est le bâtisseur de l'actuelle église Saint-Martin. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer? C'est une plaque actuelle en céramique comme celle qui existe déjà. Je ne crois pas que cet endroit-là soit comme ça. Elle le mériterait, il le mériterait. Mais je crois que c'est des simples. Pour le moment, donc, c'est prévu de mettre une plaque. Ok, donc on va passer au vote. Est-ce que donc vous approuvez donc ce changement de dénomination et d'appeler maintenant cette rue, donc rue Antoine de Balzac d'Entragues? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, ok, à l'unanimité. Et donc en même temps donc, de me charger donc, de modifier cette voirie communale avec cette nouvelle dénomination. Voilà. On va passer au point 6, la convention de mise à disposition du personnel par famille rurale pour l'année scolaire 2023-2024. Donc je vais donner la parole à Joël Allier. Donc, en effet, depuis plusieurs années, l'association Famille Rurale met à disposition de la commune du personnel pour assurer la garderie durant le temps périscolaire. Pour information, le taux horaire est de 17,90 € hors taxe. Pour la nouvelle année scolaire 2023-2024, il convient donc d'approuver, si vous le voulez bien, cette convention. Délibération ou il y a des questions? Oui, ça concerne combien d'agents ça concerne combien d'agents de famille rurale qui sont mis à disposition pour la commune?
fois le temps de la cantine, de 11h30 à 13h30, et on en a 3 le soir, le temps de la garde, des 2 gardes. D'accord. Juste une petite remarque, donc Eva et Pascal vont peut-être me confirmer. Donc en relisant la convention, la première ligne, famille rurale, association Laurent 1901, dans le siège situé 8 place Lancelot, 40 800 Mendiens, représenté par M. Denali Patrick, son président. Alors ma question c'est celle-ci, puisque au verso, donc les 2 co-présidents, Eva Giraud et Nathalie Sperana, ont signé. Donc, je pose la question, est-ce qu'il faut changer, remplacer le nom de Patrick Denali ou pas? Est-ce qu'il était déjà parti? Alors, il y a eu une coquille, c'est qu'on vous a envoyé l'ancienne. Alors, c'est Fabien Mola qui a pas fait de chance. Donc, on va corriger, bien sûr, le notice. Mais bon, pour le projet de déclaration, ce qui est important, c'est de savoir si. Donc le document va bien sûr être remis avec une nouvelle directrice. Par contre, voilà, on va voter. Oui, j'ai une petite question, parce que je n'ai pas le souvenir que d'autres années on avait voté pour cette convention. C'était pour ma mémoire ou on ne faisait pas toutes les années? On a raté, je crois qu'on avait raté une année. Donc là maintenant, pour être bien tranquille, on préfère revoter tous les ans. Et là, ils ont voulu. Et c'est seulement l'année où je n'étais pas encore là? On l'avait voté pour 2 ans. D'ailleurs, pour la convention, là, au départ, c'est pour ça que la coquille, c'est qu'ils nous l'avaient envoyé aussi pour 2 ans. Et comme là, si on a la nouvelle école, on n'est pas sûr de renouveler autant de personnel après. Donc, on a demandé qu'il la fasse pour 1 an. C'est pour ça que je pense que la coquille est. Parce que quand on a demandé la rectification, M. Denali était encore. Voilà, et le temps qu'il nous renvoie la nouvelle. Ouais, comme vient de préciser Marie-Nicole, donc on préfère s'engager que sur 1 an déjà en fonction de la rénovation de l'école. Et en même temps, donc c'est plus judicieux de revoir ça tous les ans. Donc dorénavant, on votera donc, tous les ans pour cette convention. On va passer au vote. Il y a des personnes qui sont contre, des abstentions. Bon. C'est Damien qui a dit. Donc, l'abstention Damien Crélier et Magali pour. Ok. C'est bon? Donc, Eva Giraud va s'abstenir au moment où, maintenant, donc, directrice adjointe de famille rurale. Pas directrice présidente, excuse-moi, présidente. On va passer au point 7, la cantine, justement, tarification sociale du dispositif 4 pour l'année scolaire 2023-2024. Merci. En juillet, on avait évoqué la mise en place par le gouvernement de la lutte contre la pauvreté, donc la mise en place d'une tarification sociale pour les cantines, ce qu'ils appellent la cantine à 1 euro. Donc, vous avez demandé, quand on a voté les tarifs de la cantine, si vous acceptez qu'on regarde. Donc, on est éligible à cette tarification de 1 euro, mais pour cela, il faut qu'on passe au conseil municipal le fait qu'on appelle pour les familles qui sont à un coefficient familial inférieur ou égal à 1000, qui peuvent prétendre à cette tarification de 1 euro. Donc on fixe le tarif pour ces familles-là à 1 euro pour la cantine, et donc on sera aidé par l'État de 3 euros. Voilà. Donc il est demandé à la présente assemblée de fixer les 3 tranches, des conditions, il faut qu'il y ait 30 tranches de tarification. Donc 1 euro pour les repas pris par les écoliers
à compter du 1er janvier 2024, le temps de mettre en place cela, puisqu'il faudra qu'on demande aux familles leur attestation CAF. Et pour l'année civile, donc 2024, lorsque le quotient familial est égal ou inférieur à 1000, étant précisé que cela demandait à chaque famille de transmettre l'attestation du quotient familial pour chaque trimestre. Donc le tarif qu'on avait voté déjà 3,55 pour les enfants de maternelle, 3,60 pour les enfants de primaire et 2,60 pour les repas lorsque 35 repas sont pris pour les fratries. Voilà. Et il nous demande aussi de mettre une durée, soit illimitée. Je pense qu'on va mettre une durée limitée, parce que normalement la convention doit se faire sur 3 ans. Donc ils mettent qu'on donnera la délégation à notre maire pour signer la convention pour pouvoir appliquer ce dispositif. Question? Est-ce qu'il y a des questions? Comme question, pour les futurs repas, le tarif à 1 euro, donc le tarif social, donc ça concerne combien de familles? Et deuxième, ça pourrait concerner combien de familles? Et la deuxième, donc, pour les familles à 2,60 au repas, lorsqu'il y a 35 repas sont pris dans le mois par une fratrie, ça concerne combien de familles? Donc il y en avait 2, je crois, dans le compte. Alors, renseignement pris à la CAF, il y a 67 familles qui sont au-dessous ou égal à 1 000 euros de QF, mais elles ne sont pas forcément toutes sur Ambière, elles ne mangent pas toutes à la cantine d'Ambière, donc ce qui fait déjà pas mal. Et il y a 2 familles qui obtiennent tarification à l'office. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Oui, je veux souligner que je pense que j'en fais partie. Et donc, je n'ai pas voté pour quelque chose qui pourrait, moi, moins cher. Normalement, voilà, une certaine discrétion. Bien sûr, on ne donnera pas le nom de personnes, mais j'accepte à ce moment-là. Écoutez-moi, c'est très bien. Pas de souci. Donc, abstention pour ces. Très bien, merci. Marie-Nicole, je te laisse continuer, comme c'est toi qui t'occupes de l'école. Alors, dans le cadre du projet d'extension et de rénovation du groupe scolaire, nous devons faire appel à une société pour les missions de contrôle technique, SCT, et la coordination de sécurité et de protection de la santé, CSPS, tout au long donc, des travaux lorsqu'ils seront commencés. Donc, sur les conseils de nos architectes des ateliers du Verger, nous avons sollicité 2 sociétés, Alpes Contrôle et Calibre Consult. Les devis nous ont été donnés, donc vous les avez eus. Les 2 pour l'atelier des Vergers leur conviennent. Ils ont répondu aux attentes qui étaient demandées. Donc, nous avons pour un total de Calibre Consult nous propose un devis de 28 465 hors taxe et Alpes Contrôle 20 540. Voilà, donc on va pas faire les fines bouches, on va prendre Alpes Contrôle, puisque ça convient, ils répondent aux exigences demandées, et donc pour 20 540, si vous le voulez. Des questions? Juste un rajout, puisque j'ai pris connaissance des documents, donc ça concerne aussi l'accessibilité. Et ça c'est important aussi. Bien sûr. Est-ce que c'est pour... Il va falloir qu'on ramène ici, Oui, je porte sur les compétences qui sont visées par ces organismes de contrôle. Est-ce que c'est pendant le chantier de l'école ou c'est après par rapport comme dit Dominique, aux accès futurs ou Ils contrôlent du début jusqu'à la fin. Ça va être Les travaux et tout ce qui est sécurité des travaux. Ils sont là pour contrôler tout ce qui est travaux,
si c'est aux normes, tout ce qui est accessibilité et toute la sécurité des employés sur le chantier. D'accord. Et les deux sociétés présentaient les mêmes prestations? On leur a demandé, on leur a donné le cahier des charges D'accord. et ils ont répondu aux mêmes prestations. Bah, ça fait un sacré écart quand même en termes de coût. En ce moment, donc, on a quand même moins d'activité économique et je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de travailler et qui sont prêts à proposer une tarification beaucoup plus intéressante. Donc là, on va voter donc, pour choisir donc, le devis présenté par la société Alpes Contrôle. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, M. Damien Clavier. Magali, juste pour toi, Damien. Ok, donc juste Damien qui s'abstient. Merci. On va passer au point 9, donc subvention pour l'ensemble musical et les marchés d'été. Joël. Alors, l'ensemble musical d'abord. L'ensemble musical d'Ambière a réglé une facture d'un montant de 60,62 € concernant la réparation de la serrure de la porte du local, le local dont on a parlé, c'est la salle galerie dans laquelle ils entreposent leur matériel. Comptablement, il n'est pas possible de rembourser l'association. C'est la raison pour laquelle nous proposons de verser une subvention du montant de la facture de réparation. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, la personne de l'ensemble musical est allée acheter une serrure, elle est allée d'abord dans un endroit où on avait fait un bon, mais qui n'avait pas la serrure ad hoc, et elle s'est déplacée jusqu'à Roanne, elle a payé directement la serrure sans nous en parler. Normalement, la mairie paye aussi, on avait un compte. Bon, voilà. Donc cette avance d'argent, on ne peut pas la rembourser autrement que par une subvention. C'est 60,62 €. L'association des marchés d'été, elle, a réglé la location de la sono directement au prestataire. On est dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas les factures en direct à la mairie parce que les associations, pour diverses raisons, règlent en amont. Ce qui fait qu'après, il nous faut rembourser sous forme de subvention leur investissement. Alors, donc, l'association des marchés d'été a réglé la location de la sono pour le 14 juillet directement au prestataire, alors que la commune avait donné son accord pour la prendre en charge lors de la séance du conseil municipal de mai dernier. Comme il n'est pas possible, donc, comptablement de rembourser l'association, nous proposons de verser une subvention d'un montant correspondant à celui de la facture réglée, à savoir 700 €. Il en va de même pour une prestation d'un agent de sécurité d'un montant total de 450 €. TTC. Il avait été convenu de partager cette charge. Il reviendrait donc à la commune de prendre en charge 150 € sur ce point. Enfin, il reste la facture des mousquetaires de la nuit d'un montant de 110 €. Globalement, il est proposé de verser une subvention d'un montant total de 960 €. Donc je rappelle, 60,62 € pour l'ensemble musical, 960 pour les marchés d'été par rapport à tout ce que je viens de citer. Observation. On va passer au vote. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que donc, ils ont payé directement le jour même donc, tout le monde. Et donc du coup, nous, avec la mairie, il faut un certain temps pour mettre en place le règlement. Et voilà. Donc on va essayer d'éviter pour la prochaine fois et qu'on puisse payer nous-mêmes directement. Ça évitera de faire des points au conseil municipal pour rembourser les choses qu'ils doivent payer. Donc voilà, c'est comme ça. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, Damien, une seule abstention juste pour toi. Ok. Marie-Pierre, donc 2 abstentions. Elisa? Elisa. Ok. C'est bon? Très bien. Donc on va passer au point 10. Donc, admission en non-valeur de produits irrécupérables. Donc, la trésorerie de Roanne nous a transmis un état des produits communaux à présenter au conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget de la commune. Donc, l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable
qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables. Le comptable n'a pas pu recouvrir les titres, donc code ou produits portés sur le document qui vous a été joint. Donc il convient donc d'annuler en demandant l'admission en non-valeur pour la somme globale de 10 063,74 €, décomposée de la manière suivante: 9 576,59 € pour le compte 6 541, créance admise en non-valeur donc, et 487,15 € pour le compte 6 542, créance éteinte. Donc ces sommes, elles datent depuis 2014 jusqu'en 2022. Donc c'est ce qui explique que la somme est quand même importante. Donc nous, on a été mis au courant il n'y a pas très longtemps. Donc on est en train de voir quand même que le Trésor public puisse nous tenir au courant un peu plus en amont de ces problèmes de recouvrement. Et on a pris contact avec certaines personnes qui nous doivent cet argent depuis longtemps. C'est au niveau de la cantine. Hein. C'est des créances de la cantine. Et donc concrètement, pas que la cantine, mais... Ouais, il y avait de l'eau. Il y avait 2014, il y avait aussi de l'eau à l'époque. Et donc voilà, donc les recours, donc c'est le Trésor public qui se charge de faire les recours, hein, c'est pas la commune. Par contre, moi je pense qu'on pourrait être au courant quand même un peu plus rapidement. Et là, ils nous ont donné cette somme d'un seul coup. Et voilà. Donc pour la cantine, on a déjà pris contact avec certaines personnes pour voir si on peut essayer de trouver. On a tout à l'heure mis en place, donc avec Marie-Nicole vous a expliqué, donc pour la cantine, donc la possibilité à ces personnes qui sont dans la difficulté de payer que 1 €, et donc on peut peut-être espérer que certaines personnes payeront peut-être 1 € et à ce moment-là, nous on aura l'État qui compensera et on aura à ce moment-là moins de problèmes et surtout de pertes par rapport à la commune. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc on Bertrand. Je m'interroge parce que si effectivement des créances de l'eau, maintenant c'est bien la Rouennaise de l'eau qui a tout repris, ils ont repris à la fois l'équipement mais aussi le fonds de caisse, donc est-ce que ça serait pas eux plutôt de nous rembourser ces sommes? Le souci, c'est que... Non, mais elle serait rentrée dans le budget, oui. Elle n'est pas dans le budget municipal. Bah, on va soumettre, regardez... On va creuser, on verra sur le truc de l'eau. Et on soumettra donc à la Rouennaise de l'eau. En plus, on a des sujets importants à traiter avec eux par rapport à... Donc on a il y a des comment on appelle ça? Des tuyaux donc, pour changer donc, les tuyaux d'eau par rapport à des administrés pour avoir parce qu'il y a beaucoup de casse sur certains conduits d'eau et on a donc une réflexion avec eux pour passer à un diamètre supérieur pour pouvoir mettre des bouches incendie alors que concrètement eux ils pensent que les tuyaux de 80 pour être plus techniques avec des tuyaux de 80 donc ça suffit d'avoir un débit suffisant pour les administrer au niveau donc, des maisons. Par contre, nous, de passer en diamètre 100, ça nous permettrait de pouvoir mettre des points incendies. Donc on a déjà une discussion avec eux, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc on soumettra à ce moment-là ta réflexion Bertrand. Et puis assister avec la trésorerie pour avoir des informations un petit peu en amont, parce qu'on est minimum fait accompli. Exactement, surtout sur des durées aussi longues que 2014-2022, ça me paraît impressionnant de ne pas être tenu au courant plus tôt. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir de façon à pouvoir réagir beaucoup plus vite par rapport à des personnes qui ne payent pas la cantine. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Non, ça n'a aucun rapport. Mais il y en a beaucoup pour la cantine.
très grosses sommes pour la cantine. Donc il y a eu notamment des personnes qui... Voilà. Alors il y en a qui sont plus en ligne, et on n'était pas au courant. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il y a quand même un problème d'information du Trésor public par rapport aux communes. D'attendre aussi longtemps pour nous tenir au courant, c'est un peu surprenant. Mais bon. Comment? Si on vote contre, il se passe quoi? Alors, ce que je n'ai pas précisé, ce qui est important de savoir, c'est que même si on vote pour donc, la mettre en admission en non-valeur, ça n'empêche pas de continuer les recours pour essayer d'obtenir les sommes. Donc, en fait, voilà, c'est quand même, je n'ai pas précisé, c'est-à-dire qu'on peut très bien donc, accepter, puisqu'au niveau comptabilité, au niveau trésor public, ça va changer, faciliter de traîner des sommes comme ça qui sont à chaque fois reconduites. Mais par contre, ça n'empêche pas, nous, qu'on ait un travail pour contacter les personnes et de voir si, éventuellement, ils peuvent nous payer une partie de ce qu'ils nous doivent. Mais concrètement, si on votait tous contre, qu'est-ce qui se passe? On continuera à traîner ces écritures comptables. Il y aura juste une ligne comptable qui continuera d'exister. Mais voilà. La trésorerie, comptablement, les sessions de cette somme, elle est perdue. Alors, il va falloir l'écraser. C'est bon, c'est juste une écriture comptable. Après, ce qui n'empêche pas, si on arrive à récupérer de l'argent, de réabonder dans la trésorerie. Là, c'est juste une écriture comptable parce qu'il estime que voilà, de 2014 à 2022, il y a 95% de chances qu'on récupère. C'est pas grave. D'où l'interpellation légitime de se dire ça serait bien que nous, en tant que commune, on soit avertis un petit peu avant. Parce que du coup, retourner voir quelqu'un qui doit une facture de 2014 aujourd'hui, la crédibilité, la chance qu'on récupère l'argent n'est pas infime. Surtout, moi, ce qui m'aimerait savoir, c'est en fait, ces personnes n'ont pas payé les factures au moment où elles devaient les payer. Est-ce qu'elles ne pouvaient pas les payer au moment où on les a eues? Est-ce qu'elles le peuvent aujourd'hui? On n'en sait rien. Alors voilà, c'est aussi intéressant à savoir, ça. C'est pour ça que j'ai bien précisé que le fait de la mettre en non-valeur n'empêche pas de continuer, nous, à travailler, de rencontrer les personnes et de savoir concrètement si on peut faire un échéancier ou s'il y a des personnes. Mais bon, on ne va pas dire les personnes, mais c'est des personnes qui ont apparemment, c'est quand même des personnes qui sont. Enfin, pour une grosse facture sur la période qui nous intéresse plus, nous, sur les 2 dernières années, là, j'ai eu une grosse facture de cantine et j'ai fait mon enquête auprès de la CAF. Ils ne sont pas répertoriés auprès de la CAF. Après la MSA, on fait notre enquête, puisque le Trésor public nous a dit, nous, on n'a rien trouvé pour pouvoir leur prendre, puisque c'est leur boulot normalement, c'est à eux de le faire. Donc nous, je vais aller les voir, je sais où ils habitent, je sais les enfants sont toujours à l'école, donc on va essayer, puisque... Donc je me dis que la tarification à €, ça peut peut-être nous aider, parce qu'on touchera quand même peut-être 3 €, nous, mais je pense qu'ils vont... Vu le peu de renseignements que j'ai eu, MSA, sécurité et tout, ça va être compliqué de réclamer la somme totale qu'ils doivent. Je pense que de récupérer la somme, c'est presque sûr qu'on ne la récupérera pas. Par contre, ce qu'on va peut-être éviter, c'est justement avec la mise en place de la cantine à 1 €, c'est ça, c'est d'éviter que ça continue et qu'on ait des nouvelles dettes qui arrivent plus tard. Donc là, c'est surtout sur ce travail-là qu'on va pouvoir... Le CCS va travailler dessus. Mais par contre, voilà, donc si elles sont en non-valeur, ça veut dire que de toute façon, ils n'ont pas pu faire parce qu'en fait, ils arrivent à prendre sur la classe pour payer. Donc le Trésor public peut prendre à chaque fois sur la classe pour se payer, quoi. Et là, concrètement, ils n'ont pas pu le faire. Non, mais qu'on soit au courant plus tôt, par contre, ça me paraît quand même indispensable. On passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc on arrive au point 11, donc la décision modificative au budget concernant les travaux de la rue Saint-Martin et Saint-Vincent. Donc Bertrand qui va... Dominique, tu peux passer le micro à Bertrand. Au budget primitif 2023, il avait été envisagé une dépense d'un montant total de 60 000 € sur le compte 2315 de
municipale a retenu la société Cola pour effectuer les travaux pour un montant de 54 685 € hors taxe, soit 65 622 € TTC. Il est donc nécessaire de prendre des décisions modificatives au budget primitif 2023 afin d'alimenter le programme 458 d'un montant de 5 700 € pour permettre le paiement de la facture avant la fin de l'année. Une différence de montant entre le moment où on a envisagé les travaux et puis le moment où on les a votés. Et on a rajouté donc oui, il y a juste une petite différence entre 57 000 et 54 658, c'est ça 685, pardon. Entre 68 000 et 65 622. Ah, d'accord. À titre informatif, est-ce qu'on a une idée de la subvention voirie pour cette année pour ça? La subvention voirie est 18 €. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Donc on va passer au vote. Marie-Pierre. Quand même peut-être parler du couac, du fait que la route rose est noire. Et on avait payé combien en plus pour que la route noire soit rose et qu'on va finalement payer. Voilà. Donc je vais quand même souligner qu'il y a ce problème. Marie-Nicole l'avait expliqué, plusieurs fois elle leur a demandé, vous êtes sûr qu'elle sera rose, vous êtes sûr qu'elle sera rose, mais au bout du compte, là on paye une route rose qui est noire. Alors, on en avait déjà parlé en commission l'urbanisme. En fait, donc, si vous regardez bien, donc, le passage des voitures fait qu'on commence à avoir des petits gravillons rouges. Donc, pour le moment, elle est noire. Elle va devenir rouge, ça va prendre du temps parce que c'est pas une rue qui est très passante. Mais dans le procédé, donc, toutes les entreprises font pareil. Quoi. Donc alors, on peut pas, c'est pas vraiment un couac. C'est-à-dire que ce choix d'avoir pris ces granulés rouges comme ça, c'est qu'il faut du passage, ça va gratter et au bout d'un moment on verra le rouge arriver. Donc si on voulait avoir un rendu rouge beaucoup plus fort et tout de suite immédiat, il aurait fallu qu'on fasse avec un autre procédé, un autre enrobé, ou alors carrément du béton activé ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est pas le choix qu'on avait fait par rapport déjà au budget, etc. Donc en fait, c'est un couac parce que oui, on aurait préféré que ce soit plus rouge, plus vite, mais par contre, techniquement, par rapport aux entreprises, toutes les entreprises, donc on aurait eu certainement le même rendu avec une autre entreprise. Du moins, c'est pas lié à une erreur quand c'est l'entreprise. Non, c'est pas lié à une erreur. C'est qu'ils ont bien mis du gravier rose, donc on a fait contrôler donc, par d'autres personnes de l'entreprise qui ne sont pas de l'entreprise et ils nous ont bien dit que voilà, il faut être patient et qu'avec la luminosité et plus le passage des voitures, donc voilà, ça reviendra, on aura un rendu beaucoup plus rouge ensuite, mais qu'on aurait pris une autre entreprise. Donc on a fait notamment, on ne fait plus quelle entreprise, on a fait une autre entreprise qui est mieux et qui nous a dit non, de toute façon, voilà, nous on aurait fait pareil. C'est pas un problème d'erreur de revêtement. Mais bon, voilà, c'est une rue qui est peu passante, donc ça va prendre du temps. Là-dessus, c'est sûr. Il y a une solution technique, c'est le grenaillage, c'est qu'ils avaient des petites billes sur le goudron pour que le goudron s'en aille la première couche et que les rayons rouges apparaissent. Mais c'est un coût aussi. C'est un coût et ça fragilise quand même un petit peu le revêtement. Je vais dire ce qu'on a dit en commission urbanisme, c'est quand même lamentable ce conseil donné par l'entreprise. Je l'entends bien, effectivement, c'est ce qu'on a commandé. Voilà. Ils auraient quand même pu prévenir que la route était peu passante et que ça allait prendre 20 ans avant que ça devienne rose. Hein. Je trouve
quand même, ça fait froid dans le dos qu'une entreprise, pour des montants comme ça, face à des non-spécialistes, ne précise pas ce genre de choses qui entraînent automatiquement, on n'est pas content quand on a un résultat. Voilà. Même si, effectivement, c'est ce qu'on a commandé et c'est conforme à la commande, c'est pas le rendu, c'était pas le rendu espéré. Voilà. Et c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas cette notion de conseil, en disant bah, vous vous trompez peut-être, vu qu'il n'y a pas de passage dans cette rue, ça sera noir et pas rose. Voilà, c'est vraiment regrettable. Je ne sais pas, pour les prochains appels, cette entreprise, ça fera bien réfléchir. Hein. C'est quand même. Quand un client vous dit je veux une route rose et qu'on sait que la route elle va être noire au final, on ne conseille pas ça au client quand même. Alors, déjà 20 ans, c'est pas sûr que ça va être 20 ans, je ne sais pas, on verra. Concrètement, c'est aussi par rapport à un coût, le choix qui a été fait, c'était aussi par rapport à un coût, parce qu'on aurait pu, comme je disais, en béton désactivé, par exemple, on aurait pu faire autrement, mais ça aurait été un coût beaucoup plus cher. Alors c'est vrai que, bon, on ne pensait pas que, c'est pareil, hein, c'est le manque d'expérience, hein, c'est la première fois, donc voilà, on se méfiera un peu plus. Maintenant, bon, l'essentiel, c'est qu'on ne soit pas fait avoir. C'est un petit peu au départ en commission urbaniste, on a peur un peu de dire ils nous ont roulé dans la farine. Concrètement, c'est tout voilà, le travail techniquement a été bien fait. Maintenant, il faut être patient et attendre de voir le rendu dans quelques temps. Alors, 20 ans, je ne sais pas, on verra. Mais de toute façon, ça va prendre un petit peu de temps, c'est sûr. Est-ce qu'on passe au vote? Alors, qui est contre? Parce que là, en fait, on vote simplement pour la décision modificative. Hein. On ne vote pas par rapport au revêtement de la route. Hein. Donc, pour cette décision modificative au budget, donc, les personnes qui sont contre, des abstentions. Juste toi? Ok, donc Damien, Thierry, qui s'abstient. Merci. Donc, on passe au point 12, donc, adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57. Donc au 1er janvier 2024. Donc en application de l'article 106.3 de la loi numéro 2015-9941 du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent par délibération de l'Assemblée acter de l'adoption du cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Cette instruction, qui est la plus récente du secteur public local, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte de la concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques, les associations d'élus et les acteurs locaux. Donc la M57 devient le référentiel de droit commun à toutes les collectivités au 1er janvier 2024, communes et CCAS. Alors pour information, l'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Par ailleurs, concernant les communes de moins de 3500 habitants, il est possible d'opter soit pour la M57 abrégée ou pour la M57 développée pour avoir des comptes plus détaillés. Donc après discussion avec notre trésorière, donc il est proposé au conseil municipal de choisir la M57 développée pour le budget de la commune et celui du CCAS. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc on n'a pas beaucoup de choix. J'ai juste une question que je peux faire à compris. Si ça marche. Par exemple, par rapport au point précédent, on a changé une ligne du budget. C'est-à-dire que ça, il n'y aura peut-être plus besoin de le faire en conseil municipal. C'est exactement ça. C'est toi qui auras le pouvoir pour le faire. Oui, on pourrait le faire sans vote. Oui, dans le chapitre. Oui, 7,5%. Alors, par exemple, il y avait 5700 de 60 000. Je pense que ça doit faire un peu moins de 7,5%. Donc, ça, par exemple, ça aurait été un point moins. Voilà, exactement. Alors, après, les 7,5%, c'est la limite maximum. On pourra, on en parlait tout à l'heure,
Mais on pourra voter après, plus tard, par rapport au pourcentage qu'on décide d'accorder, donc pour pouvoir passer sans en faire part au niveau du conseil municipal. C'est par chapitre, c'est pas par ligne. C'est par chapitre. Ouais. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lignes dans un chapitre. Ça veut dire que tu ne peux pas faire un changement satellite. On pourra faire. Sur chaque ligne d'un chapitre. Oui. Donc, en fait, les 7%, ce ne sera pas sur cette somme-là, ce sera sur une somme totale, donc il y aura largement, j'aurai plus de possibilités au niveau du conseil, au niveau du bureau, on aura des décisions, mais bon, ça n'empêche pas de toute façon qu'on travaille de concert au niveau budget et que bien sûr on expliquera à chaque fois des choses. C'est pour avoir un fonctionnement plus facile au niveau du trésor public avec les communes, hein, donc c'est pour faciliter le travail. Et puis nous, c'est vrai qu'au niveau des décisions modificatives, ça sera aussi plus simple de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc c'est aussi bien pour le budget communal que pour le budget du CCS. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Non, merci. À l'unanimité. On va passer aux questions diverses, à l'information diverse. Est-ce qu'il y a des questions déjà? J'ai une petite question. L'évaluation de la forêt ait lieu par les domaines. Si elle est bonne en octobre, savoir où ça en est, est-ce qu'ils ont commencé, etc. Ben, ils nous ont promis pour fin octobre, donc la date arrive bientôt. Donc dès qu'on aura quelque chose, on vous en fera part bien sûr. Donc j'espère d'avoir quelque chose à la fin du mois. Ils sont déjà sur place, ils ont déjà commencé les études. De toute façon, les études commencent fin octobre. Non, de toute façon, normalement c'est un travail en parallèle avec l'ONF. Oui, bien sûr. Donc ils vont prendre les documents de l'ONF et discuter avec l'ONF pour se rendre. Mais on a peu de précisions, on a renvoyé donc une demande par rapport à savoir où ça en était et on n'a pas de retour. Donc au niveau du domaine, ils ne sont pas dans une communication fluide, on peut dire. C'est plutôt compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en information, donc moi j'ai pas mal d'informations à vous donner. Oui, une question poubelle encore. Par rapport au tri des déchets, alors sans parler de tout ce qui ne va pas, qu'on retrouve, etc., les sacs emballés, enfin bref, ça ok. Juste, je voulais savoir le point d'apport volontaire qui est vers l'ancien cimetière, vers l'école. Est-ce qu'il est toujours actif ou pas celui-là? Bien sûr, il y a des colonnes carrément. Oui, c'est ça. Là, c'est le seul endroit où il reste des colonnes dans Montréal, il me semble. Normalement, c'est plus un point d'apport volontaire, c'est un point de collecte pour les agriculteurs du secteur. Voilà. Mais il y a deux points. Il y a la Salera, à la Salera aussi. Du coup, c'est différent. Et à la Salera, du coup, là en dessous, il y a des colonnes aussi. c'est pour les habitants du secteur ou c'est pour. Alors, en fait, on a mis en place ces deux points où on a carrément donc, des colonnes, justement pour des personnes qui ne peuvent pas avoir des poubelles donc, chez eux, parce que dans le bourg, en fait, on a expliqué, c'est qu'on voulait, alors malheureusement, on en a encore quelques-unes qui sont visibles, mais on a demandé donc, aux habitants du bourg de ne plus avoir de poubelles qui laissent devant leur maison. Donc la possibilité, s'ils ont la possibilité de les rentrer, de les garder et de les rentrer chez eux, ou s'ils n'ont pas de possibilité de les mettre chez eux, à ce moment-là, de ne plus avoir de poubelles individuelles et de venir mettre dans les colonnes qui sont mises donc, ici, donc, en bas de la Salera, et au niveau du lieu cimetière. Donc, voilà, c'est pour les gens du quartier. Donc concrètement, hier, moi je suis allé jeter mes poubelles à un autre endroit où nous, on doit poser à la Madone. Oui, voilà. Et plus de place. J'ai fait mettre un nouveau bac ce matin parce que j'ai vu aussi qu'il y avait plus de place. Donc je suis descendu justement à ce point d'apport à l'ancien cimetière. Et je ne sais même pas si j'avais
droit, en fait. Donc j'ai mis, de toute façon, c'est soit ça, soit je l'ai gardé encore chez moi, alors, partout. Cyril, bien sûr que tu as le droit. De toute façon, je préfère que tu les mettes dans la colonne que tu les mettes par terre. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est pas fait pour. Mais concrètement, donc j'ai redimensionné, donc j'ai rajouté un bac parce que bon, au niveau de. Ça sert à rien, on est bien d'accord. On peut rajouter des bacs autant qu'on veut. Il y aura toujours une personne qui mettra des cartons qui ne vont pas plier, qui vont remplir. Enfin, on a eu le même problème avant qu'on ait les clés. Hein. On a eu les clés, les triangles. On a eu le triangle sur les poubelles. Pareil, 5, 6, 7 poubelles, ça ne marchait pas. Et plus de 3, ça suffisait largement. Oui, alors maintenant, on a rajouté des bacs au niveau de la Madone. C'est pour aussi, c'est pour ça qu'on a dimensionné plus fort. C'est qu'on a les personnes qui sont au boutier, les personnes qui sont à Champignon, qui viennent aussi mettre à la Madone. C'est pour ça qu'on a dimensionné plus fort à la Madone. Donc maintenant, comme tu peux le dire là, et tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent et qui vont mettre alors qu'ils n'ont normalement pas à mettre ici. Malheureusement, mais c'est mieux qu'il y ait des bacs pour qu'ils puissent mettre dans les bacs, que sinon ils vont mettre par terre ou dans les fossés ou n'importe où. Donc malgré tout, je suis pas comme toi, je pense qu'on va dimensionner un peu plus fort, on espère, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, ce ramassage des déchets, c'est un souci des gens qui ne respectent pas. Normalement, bon maintenant, vous... Donc, non mais ceux qui mettent sur leur trajet et qui mettent correctement, ça me dérange beaucoup moins. Tant pis, ça remplit plus la poubelle, c'est clair, ok, que ceux qui mettent n'importe où. Donc ça me dérange plus, c'est sûr. Ça, c'est le souci des personnes qui ne respectent pas les règles et qui font n'importe quoi. Sur le sujet des poubelles, est-ce qu'on pourrait mettre des poubelles jaunes au cimetière, au nouveau cimetière, puisqu'il n'y a que des poubelles non recyclables, et en plus de rappeler aux personnes qui les ramassent qu'il faut vraiment passer au cimetière, parce que là en ce moment ça déborde et c'est assez catastrophique, hein, vous devez le savoir. Mais une poubelle jaune, je pense que ça serait bien pour tout ce qui est fleurs en plastique, enfin, il y a beaucoup de... Voilà. Non, on ne peut pas mettre des poubelles jaunes au cimetière parce que de toute façon, les emballages des pots de fleurs et tout ça, ils ne veulent pas dans les bacs jaunes. Donc c'est pour ça qu'on a mis un bac mauve, parce qu'en fait, pour le moment, au niveau du tri, ils n'ont pas voulu qu'on mette un bac jaune. Donc ça restera un bac mauve. Par contre, le problème, c'est que là, ça fait dernièrement, ils ne sont pas passés à le ramasser la dernière fois, et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on a une réunion déjà demain. Donc c'est Tiffany qui va aller à la réunion, donc à la commission environnement. Je sais pas, Damien, je t'ai fait passer une invitation aussi, je ne sais pas si tu veux y aller. Mais bon, ça va être des sujets qui vont être très abordés. Concrètement, c'est des sujets qu'on a souvent au niveau de l'agglomération par rapport à ces déchets. Hein. Il n'y a pas que en bien qu'il y a des dysfonctionnements. Donc Tiffany nous fera part un petit peu de ce qui va se dire. Moi, je vais appeler demain pour savoir pourquoi du coup ils ramassent tous ces poubelles. Maintenant, donc, au niveau de la Madone, je vais faire ajouter un bac, on va voir ce que ça va donner. Donc j'espère qu'on va arriver tout doucement à résoudre tous ces problèmes, mais ça prend du temps. Après, c'est aussi les gens qui balancent, qui trient pas. Donc ils s'étaient engagés à l'agglomération d'avoir de passer, de faire de l'information, etc. Pour le moment, ils n'ont pas eu le temps et les moyens de le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? On en a abordé au Conseil des maires la dernière fois et donc là, le président a reconnu qu'ils avaient été débordés, qu'ils n'avaient pas pu gérer ce qu'ils avaient. Ils s'étaient engagés de le faire, mais qu'ils n'avaient pas pu le faire, donc ça va peut-être venir. Et puis à nous maintenant d'essayer de communiquer aussi et de faire en sorte que les gens respectent. Par contre, bien sûr, à chaque fois ces colonnes, c'est l'avantage de ces colonnes par contre, c'est qu'elles sont ramassées toutes les semaines. Donc c'est pour ça que quand vos poubelles sont pleines et que si vraiment vous êtes coincé, je vous engage bien à les mettre dans les colonnes. Parce que normalement, et si on doit dimensionner plus en colonnes, parce qu'on a de la place, hein, concrètement au vieux cimetière, on peut éventuellement en mettre une supplémentaire s'il y a besoin. Donc il faut que nous, on a la chance d'avoir ces colonnes, parce que les villages, ils n'en ont pas. Les colonnes étaient vides. Ouais, parce que les colonnes, elles sont ramassées toutes les semaines. Voilà. Donc c'est pour ça, servez-vous des colonnes, quoi. Je dis à tous les administrés, si
si vous avez exceptionnellement votre bac donc individuel qui est plein, il vaut mieux aller le mettre dans les colonnes. Qui restent quand même très pratiques, effectivement, parce que un ramassage tous les 15 jours de jaune, c'est pas toujours suffisant quand il y a. Voilà. Après, il faut aussi consommer moins d'emballage, on est tous d'accord, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Le dimensionnement des colonnes, normalement, a été calculé, étudié pour voilà. Et après, on peut que inciter, alors d'un autre côté, c'est exactement ce que tu viens de dire, on peut que inciter tout le monde à essayer d'avoir le moins d'emballage possible. Et donc, on va dans le bon sens. Mais nous, on a de la chance à Ambiance d'avoir ces colonnes. Dans les autres communes, ils n'en ont pas. Nous, on les a eus parce qu'on n'a pas voulu qu'on ait des bacs de toutes les installations de bacs dans le village, et que du coup, c'était la solution pour avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Et le gros avantage, c'est que c'est ramassé toutes les semaines. Donc, du coup, voilà, profitez-en, et on peut essayer de faire en sorte que tout le monde entende bien que si un jour on est coincé, on a reçu de la famille, on a une fête, un peu comme ça, on a plus d'emballage, éventuellement, on peut aller les mettre dans les colonnes. Bon, sur les poubelles, c'est bon. Les déchets ménagers, c'est un gros sujet. Donc, Tiffany, elle sera demain à la réunion aussi. Qu'est-ce que. Moi, je voulais vous parler donc, du risque, donc la réserve intercommunale de sécurité civile. Donc, on en a parlé en commission écologie, et on va recevoir donc, des personnes du sud, donc de la sécurité civile, donc Bouches-du-Rhône, qui viennent donc 3 jours là, sur notre territoire. Et on a une réunion donc, publique jeudi 26 à 18h, il me semble. 18h30, donc 18h30. Donc j'encourage à la Salera ici. Donc j'encourage toutes les personnes qui veulent venir participer à cette réunion et d'avoir une réflexion. Après, on aura une réflexion tous ensemble. C'est un travail qui est mené au niveau de la commission écologique pour voir concrètement ce qu'on peut mettre en place. Alors, on parle de feu parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu plus qui est important. On est encore en période de sécheresse très forte. On en parlera donc jeudi prochain, mais déjà on a eu un feu au-dessus de la Martinière, au-dessus de chez François Chabré, donc pas ce week-end-là, c'était le week-end dernier, et on s'est rendu compte de l'importance d'avoir des chemins d'accès préparés pour que les camions puissent accéder au plus près quand il y a un incendie. Là concrètement, on a mis beaucoup de temps pour accéder sur le point de feu, parce que l'accessibilité était compliquée. Et on a eu beaucoup de chance qu'il n'y avait pas de vent, et donc le feu s'est pas étendu. Mais on aurait pu avoir des problèmes beaucoup plus importants s'il y avait eu du vent, et si les pompiers ont mis presque 1h30 pour atteindre le point de feu. Donc il y a vraiment une grosse réflexion à avoir par rapport à ça, et on est plusieurs communes à penser à faire quelque chose. Et après, comme il a été dit à la commission écologie, on parle là maintenant du feu parce qu'on a une période sèche et on a quand même un territoire très boisé, mais ça peut être aussi par rapport à des secours d'autres choses. Et voilà, donc tout ce travail-là, j'encourage vraiment. Donc on a eu des bons retours par rapport à ça, donc j'encourage bien tous les administrés qui sont intéressés et de venir donc jeudi prochain. Après, donc on a aussi préparé, donc on a eu une réunion entre élus pour discuter d'un groupe de travail budget par rapport à la commune. Donc on avait communiqué, on avait dit que donc, pour le budget 2024, on va mettre en place un groupe de travail et qu'on va l'ouvrir donc élus plus des personnes donc, du village. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent venir s'inscrire en mairie pour nous dire s'ils veulent travailler dans ce groupe de travail. On va par contre limiter le nombre, parce qu'on ne peut pas travailler à un nombre trop important. Donc on a déterminé autour de 15 personnes qui pourraient travailler sur ce groupe de travail. Donc avec 8 élus et donc à peu près
7 ou 8 personnes donc, de nos administrés. Alors, on a déterminé combien 5 réunions, c'est ça à peu près 2 au mois de janvier, 2 au mois de février, et une après. Et après, voilà, on aura aussi une réunion de présentation avec mon administration. Donc là, on aura une première réunion, on va voir avec elle concrètement peut-être avant la fin de l'année pour avoir un rendu sur le budget donc, de 2022. 2023, ouais, 2023. Qu'est-ce que je voulais donc on a aussi donc TL7 donc Marie-Pierre, si tu veux en parler, c'est toi qui as été contactée en tant que délégué culturel de l'UNESCO. À la demande du département, donc, la chaîne de télévision TL7 va faire un reportage sur quelques candidats UNESCO de la Loire. Donc 3 ont été retenus, Charlieu-Pommier et Ambiel. Donc le tournage aura lieu demain. Ce sera au final un reportage sur Ambiel de 7 minutes, donc, qui sera proposé sur la chaîne, peut-être proposé en replay. Donc on va essayer de le récupérer après et s'en servir. C'est l'occasion de nous mettre en avant et de mettre en avant nos atouts. On a déjà fait une réunion pour essayer de bien réfléchir aux éléments qu'on avait envie de mettre en avant. On la soumet demain au journaliste qui vient, qui va nous valider les différents points possibles, et puis ensuite tournage. Donc 2 heures de tournage et au final 7 minutes à la télévision. On vous donnera les dates quand c'est diffusé après, et puis on va essayer de faire le meilleur de nous-mêmes. Comme d'habitude. Voilà, et après, donc, je voulais aussi parler donc, de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables. Hein, donc, on en a parlé aussi un petit peu en commission écologie, il me semble. Donc, cette loi a été votée le 10 mars 2023. Donc, c'est une loi qui est relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable et qui fixe un certain nombre d'objectifs, dont celui de créer des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable, dans les ZAC. Les maires sont principalement concernés par ces zones qu'ils devront définir à l'échelle de leur commune pour chaque type d'énergie renouvelable. Donc on a reçu donc, la lettre de la ministre, on vous l'avait mis en pièce jointe. Vous avez vu maintenant. Non, il y avait tout le dossier. Ici, il y avait tout le dossier de la loi d'accélération. Vous ne l'avez pas vu? En commission. Non, pas en commission, mais alors, bon, alors, il y a un peu, donc je vous la fais parvenir, mais c'est pas grave. On vous l'enverra donc, dès demain au niveau de tout le monde. Donc, on a reçu la lettre de la ministre, donc voilà. Constat à l'échelle nationale, donc 65% de l'énergie est fossile, carbonée et importée, et une part de nucléaire va décroître. Donc, le mix énergétique va dépendre de ce qu'on va changer dans les énergies. L'enjeu est la décarbonation, donc question climatique, décarbonation. Ouais. J'ai bien dit. Et le développement sur la performance énergétique. Donc la loi demande aux communes de concerter et de mettre en place des zones d'accélération, donc les ZAC, donc pour les différents types d'énergie. Les enjeux donc, sont très importants. Et au niveau des communes, donc c'est un peu compliqué, nous, pour réfléchir à tout ça et mettre en place tout ça. Donc on a une réflexion avec l'intercommunalité et on va travailler avec l'Interco pour chaque commune pour nous aider avec des documents et avec des techniciens pour déterminer donc ces zones et ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc la procédure, donc la loi nous donne 6 mois donc à partir des données géographiques qui sont mises à disposition donc pour que les communes définissent ces zones d'accélération. Et alors ça sera ensuite entériné donc, par une délibération du conseil municipal. Donc ces 6 mois, donc, au bout de 6 mois, donc, nous on doit transmettre à l'EPCI et au SCOT et à la préfecture. Et ça doit être fait normalement avant le 31 décembre 2023. Mais bon, en échangeant avec Rouen Agglomération et les techniciens, c'est pratiquement impossible de pouvoir mettre ça en place dans un délai aussi court. Donc on fera part de ça et je pense qu'on le présentera au conseil municipal beaucoup plus tard. Donc l'intérêt de faire ça, donc, ces actes permettront une instruction plus rapide des projets énergétiques renouvelables sur ces zones
elles sont le préalable à un certain nombre de dispositifs sur lesquels s'appuiera l'État pour pouvoir à terme subventionner, aider, accompagner et mettre en place une vraie politique d'accélération. Donc il y a de multiples enjeux à prendre en compte dans la définition de ces zones. Donc risque, agriculture, urbanisme, environnement, politique et sociétaux et économiques. Donc, au niveau de tout ce qui est agriculture, donc au niveau des terrains agricoles, donc la Chambre d'agriculture fait ce travail aussi avec les agriculteurs. Donc là, ça va être raisonné au niveau de la Chambre d'agriculture. Et nous, donc au niveau commune, c'est un travail qui va se mettre en place avec les techniciens de agglomération pour nous aider à regarder ça. Après, concrètement, donc, c'est nous qui décidons au conseil municipal de ce qu'on accepte de mettre en place par rapport à ces énergies renouvelables. Donc voilà, tout ce travail va maintenant se mettre en place. Donc, je vous ferai part bien sûr du travail avec trois agglomérations, mais ce qui est bien important de retenir, c'est qu'on sera, nous, maîtres de ce qu'on décide au niveau de la commune. Donc le conseil municipal prendra les décisions. Voilà, donc c'était bon, c'est un peu neuf, hein. On a eu donc avec l'aglo il y a 10 jours donc ce dossier à travailler. Donc là on a une réunion le 19 octobre, donc à Renaison, pour travailler avec les communes un petit peu de notre secteur et voir avec l'aglo comment on va mettre en place ce travail. Et ça sera un travail qu'on relèvera au niveau de la commission écologique. Donc on travaillera tous ensemble en commission par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Moi, je voulais parler du dernier conseil d'administration de l'association qui gère le musée Alice Taverne, pour information. Donc, vous le savez sans doute, le musée Alice Taverne est un peu à la croisée des chemins. Monsieur Bouillet prend de l'âge, il a plus de 87 ans. Et ça devient difficile pour lui d'avoir la fonction de conservateur, qui est une fonction imposée par le label Musée de France. Et puis, il se fait beaucoup de soucis, évidemment, sur les murs du musée et sur les collections qu'il possède, dont son fils héritera, son fils Jean-Roch. Il y a eu une grosse, profonde réflexion au sein de l'association du musée Alice Taverne menée par M. Bouillet et son fils pour savoir quel allait être l'avenir du musée. Et finalement, au dernier conseil d'administration, il a été voté à l'unanimité moins une voix que M. Bouillet céderait pour l'euro symbolique les murs du musée Alice Taverne à Roanne-et-Aglo, que les collections du musée seraient cédées à Roanne-et-Aglo dans leur totalité, à la fois celles qui appartiennent à M. Bouillet et celles qui appartiennent à l'association Les Amis du musée, et donc que la gouvernance du musée serait sous la responsabilité de la conservatrice du musée Joseph Échelle de Roanne, ce qui permettrait de remplir la condition imposée par le musée de France, à savoir que ce soit un conservateur professionnel qui dirige le musée. Pourquoi ils ont pris cette décision? Vous pensez bien qu'ils ont réfléchi au département, qu'ils ont réfléchi à Ambière, qu'ils ont réfléchi à l'aglo, en sachant que l'association, elle, ne peut pas prendre à charge le salaire d'un conservateur, et c'était pas possible que ça continue dans le giron de cette association-là. Il y a beaucoup de travaux à faire pour le musée. Il faut l'adapter, puisque c'est un musée de France, elle est tenue de pouvoir donner accès aux différents étages aux personnes en situation de handicap. De ce fait, un ascenseur est indispensable. Pour le moment, voilà, la DRAC est patiente, mais bon, le label Musée de France l'impose. Il y a effectivement le chauffage qui n'a pas lieu dans le bâtiment, les fenêtres à changer, etc. C'est très lourd. Est-ce que voilà, ça aurait été peut-être compliqué pour la municipalité d'Ambière de prendre en charge ça, les frais personnels, en sachant qu'il manque 2 ou 3 salariés. Parce que M. Bouillet joue non seulement le rôle de conservateur, mais aussi bien d'autres fonctions. Donc voilà, cette décision a été prise au conseil d'administration à une très large majorité. Maintenant, Roanne-et-Aglo
c'est en la présence de Madame Suchel et puis de la conservatrice du musée Joseph Duchel qui était venue la veille, se sont montrés assez ouverts en fait à cette possibilité, en sachant que, vous vous en doutez bien, M. Bouillet est une personne très sage, il a pris les conseils d'un avocat, et donc les fonds, la destination du bâtiment, etc., tout serait absolument ficelé dans un contrat, c'est-à-dire que c'est un musée, ça resterait un musée, ça ne pourrait pas être vendu pour autre chose. Les collections, comme elles sont à l'inventaire du musée de France, elles sont inaliénables, invendables, intouchables. Et il y aurait évidemment une clause pour les 5 objets qui appartiennent à la municipalité d'Ampère et qui sont dans le musée, enfin tous les points ont été étudiés. Donc voilà, donc le musée va sans doute prendre une nouvelle orientation. Maintenant, Madame Suchel et la conservatrice du musée Juliette Duchette demandaient un peu qu'en pense la municipalité et ont fait la remarque que ça serait bien qu'il y ait un courrier de la municipalité pour dire si on accompagnait de nos beaux voeux la décision de l'association. Donc voilà où nous en sommes. Pascal a dit qu'il souhaitait Jean-Roch Bouillet et Robert Bouillet prochainement, donc ça devrait se faire dans le mois qui vient, pour évoquer ce point. Donc là, c'est essentiellement une information, savoir que de toute façon, c'est quasiment une question de vie ou de mort pour le musée. Hein. Vous voyez tous bien que les peintures se craquellent, que les fenêtres sont en mauvais état, et que de toute façon, il faut faire quelque chose si on veut que le musée reste un des jolis mondial. Donc voilà, c'était une information. Alors, comme tu viens de le dire, en fait, par rapport à donner nous notre approbation au niveau de la commune, c'est d'abord au préalable qu'on puisse avoir une rencontre donc, avec M. Bouillet et son fils, en fait, hein, pour qu'on puisse échanger au niveau de la commune par rapport à ça. Et puis bien sûr, qu'on échange entre nous de façon à pouvoir après donc, faire ce courrier et de donner notre accord enfin, voilà, en disant qu'on est OK pour que ce soit Royal Agglomération qui reprenne. Et donc, voilà. Donc, on a prévu un rendez-vous normalement donc sur le mois de novembre. Là, et je vous ferai part de ce rendez-vous et à ce moment-là de ce courrier qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait envoyer à ce moment-là à Royal Agglomération. J'ai oublié de préciser que si ça était tombé sous la responsabilité d'Ambial, on reprenait également les 2 salariés du musée, Marie-Laure et Laurie, et que c'était 2 salaires en plus pour la commune. Oui, donc on va échanger donc à ce moment-là. Mais bon, moi, enfin, sur l'idée, je suis assez d'accord sur cette possibilité-là. Mais bon, on va déjà commencer par rencontrer les personnes donc, qui détiennent le musée et ensuite on aura un échange entre nous pour voir concrètement si on fait ce courrier à Royal Agglomération ou non. Voilà. Voilà, ce qui serait aussi des possibilités d'évolution professionnelle pour Aurélie. Et donc, je précise aussi que la personne qui n'était pas d'accord a annoncé donner sa démission à la prochaine Assemblée Générale du musée au mois de mars. Mais bon, ça me paraît, comme tu l'as bien dit, ça paraît assez urgent, vu l'âge de M. Bouillet, de prendre des dispositions pour regarder, à sauvegarder ce musée installable qui est quand même important dans le village. Madame Suchel a précisé que c'était le début du début et que ça prendrait. Notre mandature serait finie, ça ne serait pas encore abouti, 4 ans minimum. Pour elle, ce qui peut être intéressant, c'est que justement, il y a un gros travail en ce moment au sein du musée Joseph Duchette à Roanne, qui va prochainement fermer, vous le savez, pour plusieurs années, puisqu'il va être complètement refait. Et que justement, l'intégration du musée à Saverne peut s'ajouter à cette réflexion globale en faisant en fait un musée des Beaux-Arts à Roanne et un musée de la ruralité qui serait en lien, puisque c'est une volonté en fait de l'agglo de faire. De conserver tout ce qui touche la ruralité également. Donc c'est peut-être aussi le bon moment. Ouais. Donc, affaire à suivre. Juste un complément de la question de Roland, qui disait ça peut demander au moins 4 ans de démarche. L'association, par rapport aux propres salariés de l'association actuellement, qu'est-ce qui se passe?
l'association peut faire face aux besoins salariaux, ou est-ce qu'on est à l'eau Alors les salaires des 2 salariés sont pris en charge par la subvention du département pour le moment. Donc ça continuera tant que le musée, je pense, il fonctionne comme ça. C'est vrai que nous, après, ça c'est la note positive, c'est qu'on ne va pas donner une subvention à Rohan Alliot après quand le musée lui appartiendra. Donc ça nous enlèvera une grosse subvention. Enfin, je ne sais pas, peut-être tout à négocier, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de notre subvention. Voilà. Non, les salariés, c'est presque même une opportunité, sauf que, voilà, il faut bien, comme j'en parlais avec Aurélie, mais ça, c'est à voir, c'est des détails, c'est bien voir leur statut, s'ils sont catégorie B, C, etc., et que tout soit bien en place avant qu'ils rentrent dans l'administration, voilà, pour que tout soit bien clair. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va prendre du temps. De toute façon, à ce niveau-là, il y a encore le temps, il y a des choses qui vont se passer. Non, mais voilà, on va suivre le dossier, puis voir l'évolution. Aider M. Bouillet aussi, voilà, parce que ça se fasse le plus simplement. Donc moi, je ne connais pas encore M. Bouillet, ouais, j'en route, donc ça permettra de discuter concrètement ensemble. Très bien. D'autres... J'ai une question encore, alors dans un tout autre sujet. Alors je ne sais pas si c'est un groupe de travail qu'il faut créer et où et quand, mais j'ai appris donc que l'onglerie en fait avait envisagé d'acheter quelque chose en bas du village et ça n'a pas pu se faire, et qu'on risquait de perdre cette boutique qui partirait peut-être à la Pacaudière. Et moi, je pense qu'au niveau du village, il y a une réflexion qui serait intéressante, c'est savoir justement ce que la population pense, s'il y a un commerce qui s'ouvrait en bas, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut... Voilà, c'est une décision super importante qui est en train de se passer, parce que c'est un commerce qu'on aime tous beaucoup, qui faisait venir beaucoup de monde, qui marchait très bien, et savoir qu'il va peut-être partir, c'est bien une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'aussi, il y a un débat intéressant au niveau du village. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire un commerce en bas, comme a choisi Saint-André-la-Chambre, Maison, etc., ou pas? Je n'ai pas d'avis personnel du tout à donner. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça serait bien qu'il y ait un débat sur ce sujet. La question s'est posée, là, pour cette personne. Enfin, je crois qu'elle envisageait, mais ça n'a pas été possible, de racheter la maison près du stop. C'est un débat qui va revenir, c'est un débat important pour l'avenir du village, et moi je trouve que ça serait intéressant de savoir ce que tous les habitants pensent. C'est un choix très important en fait. C'est très important. On a donc la dernière commission écologie, c'est justement, on avait mis à l'ordre du jour donc, de parler justement de réfléchir à un groupe de travail au niveau des commerces dans le village. Donc on a quelques personnes qui se sont inscrites, pas beaucoup. Donc, un habitant, parce que donc, concrètement dans cette commission il y a pas mal de personnes qui étaient un peu en disant on ne peut pas faire grand chose par rapport à des commerces privés, mais bon moi je te rejoins complètement sur ton... C'est surtout moi cette localisation du village, c'est un sujet je trouve, et moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les habitants. Est-ce qu'ils seraient partants, parce que moi quand j'ai entendu cette information, je suis allée voir la personne du commerce et je lui ai dit j'ai entendu ça, qu'est-ce qui se passe vraiment, parce qu'on entend un peu tout et rien. Et elle avait effectivement l'idée de faire un centre un peu de bien-être, etc. Enfin un truc assez ambitieux, j'ai l'impression. C'était peut-être aussi une opportunité, je ne sais pas. Mais je me suis dit qu'il y a vraiment besoin d'un débat de village, et au-delà des commerces existants, voilà, peut-être que je ne sais pas si ça doit être attaché à ta commission, je ne sais pas quelle est la meilleure voie. Est-ce que c'est pas un questionnaire, un référendum, je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Parce qu'après, s'il y a des répercussions sur le PLU, ça veut dire que ça doit s'envisager maintenant, qu'on est en train de changer le PLU, et que ça ne doit pas se faire quand on aura fini de payer pour la modification du PLU. Et donc, c'est un débat qu'il faut mener tambour battant. Oui, mais après, c'est aussi alors, bien sûr, déjà, c'est pour ça que ce groupe de travail, donc, il peut être porté par la commission écologique, il est ouvert de toute façon à tout le monde. Après, par rapport au choix donc, de dire de délocaliser les commerces, comme a été fait à Saint-André-la-Chambre, il faut en discuter. Moi, par contre, personnellement, je pense que moi, je suis pas très... Pour moi, c'est pas intéressant parce qu'il faut penser aux habitants du village et puis la proximité d'avoir les commerces quand même très proches et d'avoir une vie de village, parce que après, à Saint-André-la-Chambre, c'est vrai que j'y vais pas souvent,
drôle de voir les classes. Voilà, tout en bas. C'est un débat, je pense. Et puis après, au niveau PLU, voilà, au niveau PLU, de toute façon, pour le moment, les parcelles là-bas, donc elles ne sont pas en zone donc, où on peut faire une zone artisanale, où on peut mettre des commerces concrètement. Et puis, ça fait des frais, parce que si on doit à ce moment-là faire tout ça, ben, il va falloir réfléchir quand même au coût. Et avec la loi de désartificialisation des sols, donc de réfléchir à de nouveau faire des endroits où on va mettre en place des goudrons, des bétons, des machins. Bon, on ne correspond pas tout à fait à ce qu'on souhaite aussi faire. Hein, donc, c'était pas simplement la maison qu'elle voulait reprendre et transformer en commerce. La maison, donc pour le moment, c'était pas possible. Donc au niveau du PLU, on ne pouvait même pas, au niveau des zonages et tout ça, on ne pouvait pas faire ce travail-là. Donc on en a parlé au niveau des techniciennes qui travaillent avec nous sur la modification de PLU. Et concrètement, ce n'était pas envisageable. Donc maintenant, quand on refera le PLU, on verra d'ici là les décisions. Mais on n'est pas dans ce principe-là de continuer à faire des commerces et de reprendre du terrain pour refaire des commerces plus loin. Après, bon, c'est une réflexion, mais déjà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une réflexion déjà sur les commerces existants dans le village et au niveau de la place Lanceau. On a concrètement des soucis. Bon, on a rencontré donc, Madame Lacroix donc, pour l'épicerie pour essayer de voir comment on pourrait faire pour que ça soit peut-être une épicerie qui correspond un petit peu mieux à la demande et aux besoins des administrés, donc de la commune. Après, on a aussi donc, la boulangerie qui peine aussi à résister. Hein. La crise économique est forte en ce moment. Donc au niveau des commerces, de toute façon, il y a vraiment une réflexion à avoir. Donc c'est pour ça que ce groupe de travail, moi je pense que ça serait quand même intéressant et ça permettrait justement d'aller faire une étude, d'aller voir déjà les commerçants, de réfléchir ensemble, peut-être de faire une réunion publique et de faire à ce moment-là, de voir un petit peu que tout le monde puisse donner son avis, etc. Du village complètement qui peut être transformé. En revanche, moi je ne fais pas l'avocat du diable, mais il semble que les commerçants de Saint-André-d'Alchon qui étaient en mauvaise santé revivent avec. Voilà, ça les a aussi sauvés de se déplacer en bas. Mais effectivement, de l'autre côté, c'est une autre vie de village. Après, voilà, hein, si on a que une activité en bas, voire de la D8. Mais bon, ça, on ne va pas faire un débat aujourd'hui, hein, mais c'est un débat, mais voilà, c'est un débat qu'on peut ouvrir et notamment ce groupe de travail pourrait justement travailler dessus. Qui voudrait venir dans le groupe de travail. Moi, je demande un habitant, mais les élus qui seraient intéressés. Peut-être en parler sur l'IVAP ou d'autres, sur les réseaux, etc. Parce que les gens ne vont pas tous à la commission. C'est vrai qu'en commission, on est toujours des petits groupes de 15 et que ça peut justement, mais en prenant un terme plus global, l'avenir des commerces, voilà, les zones, etc. Quand on a fait le groupe aménagement du bourg, on a fait une enquête sur les commerces. On a payé l'enquête. Donc elle est toujours en mairie, si on veut la consulter. On avait consulté les habitants, on avait mis des questionnaires chez les médecins. Donc on a déjà travaillé dessus. Hein. Il faut s'en servir peut-être. C'est vrai, il y avait déjà une très belle enquête de fait, voilà. Mais on n'avait pas posé la question à l'époque, et s'il y avait quelque chose dans la Bourg. Cette question du bas du bourg, elle est souvent évoquée. Beaucoup de gens en parlent souvent, avec l'exemple effectivement de Saint-André-d'Alchon, ou aussi de Renaison d'ailleurs, qui construit son développement sur la limite. Le problème, c'est effectivement que les commerces qui s'installeront là, comme c'est du passage, ils auront un public beaucoup plus large. Ça, c'est sûr qu'économiquement, ils vont clairement s'y retrouver, parce que ce ne sera pas que les environs qui viendront, ce sera tous les gens qui passent sur la Bélite tous les jours. Mais le problème, c'est la différence avec Saint-André-d'Alchon, c'est que Saint-André-d'Alchon, si on regarde bien le village, ce qu'ils appellent le village commercial, ce groupe de commerce-là, finalement, il est encore relié au bourg, parce que c'est très compact, Saint-André-d'Alchon, et c'est moins en pente qu'en Bierle. Donc voilà, en Bierle, il y a toute une pente pour monter, le bourg est plus loin, donc le risque de ça, même si c'est une idée qui est économiquement très séduisante, et le risque de ça, c'est que ça tue littéralement la vie économique du bourg. Donc
faut lancer le débat, mais il faut aussi relancer la question de la revitalisation du groupe. Alors, en commission transition écologique, à la fin de la commission, j'avais posé la question, puisqu'on m'a interpellé justement par rapport à l'Hongrie, si elle allait fermer ou pas. Donc tu as répondu, alors on a su si tu veux. Tu parles de Sandro et d'Action, et Damien aussi. J'ai été client quand j'habitais à Renaison, chez M. Denis, pendant 11 ans, je connais très bien. Il y a peu de temps, je lui ai posé la question par rapport justement à son transfert du bourg maintenant vers la D8. Il m'a dit maintenant j'emploie 21 salariés et j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Le souci, c'est que là où il était avant, il y avait un problème de stationnement, comme pour nous. Hein, donc, voilà. Et c'est aussi pour ça que les commerçants, même le Vival maintenant, a déménagé et maintenant s'est installé en bas. C'est plus pratique. Les gens peuvent se garer plus facilement, c'est à côté de la D8, il y a plus de clientèle. C'est dommage pour les personnes âgées, mais elles sont obligées de se déplacer un peu plus. Mais c'est commercial, donc s'ils veulent vivre, il faut qu'ils tournent, quoi. Donc ils regardent leurs chiffres, voilà. Renaison n'est pas comparable à Anguien. Vous faites le tour de Renaison à pied en un quart d'heure, et c'est plat. Moi, je voudrais bien savoir les habitants du bourg qui vont descendre acheter leur pain vers la limite. Ils vont y aller en voiture. Alors, franchement, le carbone, bonjour. Non, mais bon, comme je l'ai dit, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir avec, discuter avec l'ensemble de la population. Le sujet de la localisation est important, je pense. Et de la mutualisation et de la localisation. On s'était dit. Et en tout cas, on perd sans doute faire Oui, voilà, certainement, bien sûr. Moi, pour le moment, j'ai pas eu d'informations officielles, mais oui. Bon, on va. Excusez-moi, si on va peut-être libérer Elodie quand même, c'est des discussions, on peut les avoir après, c'est pas trop. Donc, si personne ne veut rajouter quelque chose, donc je vais clôturer la séance.